Bonjour à toutes, bonjour à tous, on va reprendre. Alors, je comptais vous remercier encore pour votre présence ici. C'est un immense plaisir de vous accueillir à l'UNS de Lyon et en distanciel pour ce colloque universitaire sur le spécisme, dont c'est aujourd'hui la dernière demi-journée. Alors, depuis le début du colloque et durant ces deux journées passées ensemble, nous avons pu écouter une dizaine de chercheuses et de chercheurs qui étudient le spécisme dans différentes disciplines, donc de la sociologie à la philosophie, en passant par le droit, la linguistique, la géographie, les sciences politiques. Et pour cette dernière journée, nous accueillons deux philosophes, une géographe et un psychologue pour parler plus spécifiquement de la recherche universitaire sur le spécisme. Donc, comme on a pu le développer hier, la mise en évidence du spécisme est d'abord née dans le milieu universitaire sous la plume d'un psychologue, Richard Ryder, et puis popularisée ensuite par un étudiant à l'université d'Oxford, Peter Singer. Et pourtant, en France, le terme de spécisme n'est entré dans le dictionnaire Larousse qu'en 2020, soit 50 ans après son apparition aux États-Unis. Et contrairement au monde anglo-saxon où le spécisme a rapidement été intégré dans le champ de l'éthique, puis dans d'autres disciplines autres que la philosophie, en France, la théorisation et la diffusion des savoirs autour du spécisme s'est très longtemps faite en dehors de l'université. Donc on l'a vu hier et aussi ce matin avec Irène Courtin. Ce sont en effet plutôt les milieux alternatifs et militants, des milieux non académiques, qui ont été le lieu de l'émergence des questions autour du spécisme en France. Et avec Catherine Marie Dubreuil, qui a écrit un article sur le mouvement de libération animale français, on peut dire que le mouvement antispéciste français est né dans les années 1985 à Lyon, autour de quelques étudiants et étudiantes lyonnais et lyonnaises. Par exemple, David Olivier, que nous avons eu la chance de recevoir hier matin pour la toute première table ronde sur les définitions du spécisme. Alors, comment comprendre ce retard français et d'où viennent les raisons du refus académique d'étudier le spécisme? Donc, une des hypothèses que je souhaiterais développer avant de poser la question à nos invités, c'est l'hypothèse du poids de l'interprétation, une interprétation stricte qui domine en France du principe weberien de neutralité axiologique. Donc, dans la conception de la neutralité axiologique telle qu'elle est défendue par Raymond Aron et qui s'est imposée en France, l'engagement du chercheur est considéré comme un obstacle à son activité scientifique et les savoirs qui sont produits par les sciences se considéraient comme devant être déconnectés de tout engagement social, idéologique ou politique du savant. Et pourtant, cette opposition entre engagement et neutralité axiologique repose sur un contresens sur la posture de Max Weber, qui ne condamnait pas l'adhésion du professeur d'université à des valeurs, qu'elles soient politiques ou religieuses, ou même ne condamnait pas l'engagement dans l'arène politique du chercheur. Et Weber lui-même reconnaissait le rôle de ses valeurs personnelles dans le choix d'étudier l'éthique protestante, lui qui venait d'une famille protestante. Et il a lui-même participé à la commission du traité de Versailles en 1919 et il a aussi contribué à l'élaboration de la constitution de la République de Weimar. Donc il avait un engagement politique au sens institutionnel notamment. Et donc, en fait, la posture de Weber, c'est bien plutôt celle de la non-imposition des valeurs ou l'absence de jugement de valeur. Donc ça, c'est selon les traductions qui sont proposées par Isabelle Kalinowski. Et finalement, quand il entend non-imposition des valeurs, il dénonce à son époque les professeurs d'université qui, justement, sous couvert de sciences, se livraient à des activités de propagande conservatrice et nationaliste. Donc, en fait, c'est intéressant aussi de voir comment cette neutralité axiologique, aujourd'hui, elle sert à accuser de wokisme les universitaires françaises et français, alors que pourtant, elle a d'abord été proposée contre le conservatisme et le nationalisme des élites universitaires. Et donc, si on applique ça au spécisme, on peut voir en fait comment les préjugés spécistes ont pu être véhiculés par l'université et par les universitaires, et combien en fait la norme de neutralité, c'est l'adhésion aux thèses spécistes. Et donc, on voit aussi que les travaux actuels sur le spécisme, qui sont des travaux critiques, menés par des personnes qui s'opposent en fait aussi individuellement, personnellement, dans leur engagement à cet ordre spéciste, ils entrent en fait dans le rapport aux valeurs qui est plus celui de Max Weber en fait que Raymond Aron, une posture de chercheur militant
et de chercheurs en fait qui peut être acquis à sa cause, mais en fait en établissant des garde-fous peut mêler ces deux approches. Donc si je tenais à revenir sur cette notion de neutralité axiologique et à son interprétation restrictive en France, c'est qu'elle paraît pertinente en fait pour comprendre les réticences académiques à intégrer le spécisme dans ce qui relève du savoir scientifique, du savoir universitaire et non pas seulement du savoir militant. Et pour faire le lien avec d'autres tables rondes qu'on a pu avoir, c'est un enjeu qui concerne aussi les études féministes qui se sont elles aussi constituées longtemps en dehors du champ académique, notamment en France, et au nom de cette neutralité axiologique. Et finalement, l'institutionnalisation de la recherche sur le spécisme, elle pose des questions qui sont similaires à celles qui se posent pour les études féministes. Et on pourra évidemment revenir sur cet aspect. Donc, en fait, depuis quelques années, il y a un nouveau champ académique qui est celui des études animales critiques qui émerge, et notamment en France, enfin. Et petit à petit, la légitimité de travailler sur ces sujets, ça commence à s'affirmer, et l'existence de notre laboratoire et de ce colloque en témoigne. Et la place des études du spécisme dans le champ universitaire français, elle est dès lors à questionner, ainsi que les liens qu'elle entretient avec les recherches à l'étranger. Dès lors, se demander comment penser le spécisme à l'université, c'est à la fois se demander quelle discipline, quelle méthode et sous quelle forme ces recherches universitaires sur le spécisme peuvent se déployer. Le spécisme, est-ce que ça peut être un objet disciplinaire ou est-ce que c'est foncièrement interdisciplinaire? Ça pose également la question des conditions de possibilité de penser le spécisme à l'université. D'où le plaisir de proposer ces questionnements dans cette table ronde où on pourra explorer ces divers sens du comment penser le spécisme à l'université et la pertinence de le faire à Lyon et en plus dans son école normale supérieure qui est le temple de l'académie universitaire français et où justement on va pouvoir questionner tout ça dans cette dernière partie de colloque.